Hola les passionnés, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne resterai pas dans le cadre, je vous rassure. Voilà, je voulais simplement vous dire que ce n'est pas toujours facile de faire une vidéo par jour, donc je ferai probablement ce format-là un petit peu plus souvent, c'est-à-dire trois films correspondant à 3 jours. Et ça sera peut-être aussi une façon de moins inonder les algos, peut-être, qui sait. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai choisi trois films car ça fait 3 jours que je n'ai plus fait de vidéo. Et c'est parti. Donc j'espère que le format vous plaît, que vous prenez du plaisir à écouter. Ce sont des films connus, hein. J'ai pas été pour le moment, en tout cas, j'ai pas encore été dans le moins connu, dans le bizarre, dans le mystique, tout ça. Non, non, je choisis des grands classiques. Je pense que s'ils deviennent des classiques, ce n'est pas pour rien. Et donc, voilà, j'aime faire des recherches sur, sur ce genre de film. Donc, voilà. C'est parti pour donc le premier film, classique des classiques, classique des 90s. On en parlera certainement dans le live destiné aux films d'horreur des 70s et des 90s. J'ai nommé, bien sûr, Scream. Et oui, le premier. Et au final, on se pose la question, est-ce qu'il ne se suffit pas à lui-même? En même temps, la saga amène beaucoup à son côté culte. Mais moi, je me rappelle quand j'ai découvert ce film, j'ai eu les poils, alors que moi, ce qui me mettait les poils quand j'étais enfant, ou en tout cas jeune ado, c'était plutôt le surnaturel parce que je ne me l'expliquais pas, je ne savais pas si j'y croyais ou non, donc du coup, ça amenait au flip. Mais les slashers ne m'avaient jamais, entre guillemets, fait peur. Ils m'ont toujours fasciné, bien sûr, mais ils ne m'ont jamais fait peur. Donc voilà, quel est ton film d'horreur préféré? Cette simple question posée par une voix inquiétante au bout du fil a marqué, on va pas se mentir, toute une génération, surtout la mienne. En 1996, j'avais 13 ans, Wes Craven, maître du cauchemar, revient là où on ne l'attendait plus, dans les couloirs d'un lycée américain, avec un masque blanc et un couteau bien aiguisé. Scream n'est pas juste un slasher, c'est un jeu de massacre méta, un miroir tendu à tout le cinéma d'horreur des années 70 et 80. Craven, déjà auteur de La dernière maison sur la gauche et Les griffes de la nuit, donc il était déjà installé, eh bien il s'amuse ici avec les codes qu'il a lui-même contribué à créer. Le scénario de Kevin Williamson, qui était réputé à l'époque pour faire des séries pour ados, notamment son plus connu étant Dawson, est truffé de références. Halloween, Vendredi 13, Freddy, Psychose, je ne vous apprends rien. Chaque personnage semble avoir vu les mêmes films que nous. Et pourtant, personne n'est à l'abri. Le génie, et oui, le génie de Scream, c'est de nous faire croire qu'on sait ce qui va se passer pour mieux nous surprendre. La scène d'ouverture avec Drew Barrymore est un chef-d'œuvre de tension et de réalisation de montage. En 10 minutes, Craven installe le ton, brise les règles et nous fait comprendre que tout peut arriver. Sans oublier, bien sûr, la référence à Alfred Hitchcock, Psychose, qui tue la comédienne la plus connue du film dès le début, dès la scène d'intro. Ghostface, tel, tel qui est appelé le tueur, n'est pas un monstre surnaturel comme on avait l'habitude de voir. C'est un humain. Et, spoil alerte, je dirais même des humains. C'est là que Scream frappe très fort. Le mal n'est pas tapis dans l'ombre, il est dans le quotidien, dans les relations, dans les frustrations adolescentes. Le téléphone devient une arme, la maison un piège, et l'humour noir un outil de manipulation. C'est autant un thriller qu'un film d'horreur. Sidney Prescott, interprété par Neve Campbell, incarne une nouvelle mouture, une nouvelle forme de Final Girl. Vulnérable mais combative, intelligente et surtout consciente des clichés qu'elle doit déjouer pour survivre. Scream est aussi une critique du voyeurisme. Et là, on fait encore une fois référence à Alfred Hitchcock pour Fenêtre sur cour. C'est une critique de la fascination pour le crime qui est de plus en plus présente dans les sociétés et du rôle des médias qui a encore aujourd'hui grande valeur. Le personnage de Gail Weathers, journaliste opportuniste, illustre cette tension entre vérité et spectacle. Randy, le geek cinéphile, devient le porte-parole des spectateurs. Il ne faut jamais dire « je reviens tout de suite dans un film d'horreur ». Malgré ses 30 ans, presque, Scream fonctionne encore aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'il reste encore moderne. Il a relancé le genre, inspiré des suites,
des parodies, des séries, mais surtout, il a redonné aux slashers ses lettres de noblesse en le rendant intelligent, drôle, efficace. Scream, ça m'étonnerait qu'il y en ait dans ma commu qui ne l'ait pas vu, mais c'est vraiment un film d'horreur qu'il faut voir au moins une fois par an. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. C'est un immense chef-d'œuvre. Voilà, et on en parlera plus longuement avec mon invité lorsqu'on abordera le thème du cinéma d'horreur dans les années 70 et 90, qui sont pour moi 2 décennies vraiment primordiales dans ce cinéma-là. Donc, je lui ai mis la note de excellent. Pour les 2 prochains films, je garde la même note. Excellent. Car aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de chef-d'œuvre. Et c'est parti pour The Thing. Et oui, The Thing. Alors, John Carpenter, j'en ai déjà fait une vidéo. J'ai retracé sa carrière. J'ai un petit peu parlé de The Thing aussi. Mais pour Halloween, c'est vraiment très important de revenir sur ce film somme, finalement. Ce n'est pas l'homme qu'il faut craindre, c'est ce qu'il pourrait être. En 1982, John Carpenter signe l'un des films les plus dérangeants du cinéma d'horreur, The Thing. Adapté de la nouvelle Who Goes There de John Campbell Jr., ce huis clos populaire transforme la neige en piège, le feu en dernier recours et les visages en mensonges. Une station de recherche, des scientifiques, un chien qui court et une menace invisible. The Thing commence comme un thriller glacial, mais glisse rapidement vers la terreur psychologique. L'environnement est hostile, mais ce sont les hommes qui deviennent dangereux. Là aussi, il y a une petite référence aux 12 hommes en colère. Car l'entité extraterrestre qui les infiltre peut limiter n'importe qui. Et dans ce contexte, la confiance devient une faiblesse. Rob Bottin, maître des effets pratiques, crée des créatures cauchemardesques. Membres qui se tordent, visages qui fondent, corps qui explosent. Chaque transformation est une agression visuelle, une rupture du connu. Carpenter filme ses métamorphoses avec froideur, sans emphase, comme des faits cliniques. Et c'est ce détachement qui rend l'horreur si efficace. Kurt Russell, en Macready, incarne le pragmatisme désespéré. Il ne cherche pas à comprendre, il cherche à survivre. Et dans ce monde où l'ennemi peut être n'importe qui, la seule solution est le feu. The Thing n'est pas juste un film de monstres, c'est une réflexion sur l'identité, sur ce qui nous définit, sur le jugement de l'autre. Si une créature peut copier nos souvenirs, nos gestes, nos émotions, sommes-nous encore nous-mêmes? On peut aujourd'hui actualiser la créature avec l'intelligence artificielle. Le film évoque aussi la peur de l'autre, la contamination, la perte de repères. On est en pleine guerre froide à l'époque. Il résonne comme une métaphore du soupçon permanent. Et The Thing est culte aujourd'hui simplement parce qu'il ne donne aucune réponse. Il laisse le spectateur dans le doute, même après le générique. Parce qu'il ose l'ambiguïté, le silence, l'horreur sans explication, et parce qu'il a influencé des générations de cinéastes, de jeux vidéo, de créateurs de récits paranoïaques et même de séries télé. Et maintenant, c'est parti, les amis, pour un chef-d'œuvre. Moi, je dirais de science-fiction. Ça a été un débat il y a un peu plus d'1 an sur X. Mais malgré tout, je le regarde pour Halloween aussi. Il s'agit du premier Alien, le 8e passager. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Cette tagline, aujourd'hui est devenue mythique. On est en 1979. On est en plein Nouvel Hollywood. On arrive à la fin du Nouvel Hollywood. Ridley Scott ne réalise pas un simple film de science-fiction. Il crée un cauchemar organique, glacial, viscéral. Alien, le 8e passager, est une œuvre hybride. Un huis clos spatial, un slasher métaphysique, une parabole sur le corps, le contrôle, l'inconnu. Le Nostrogo cargo commercial flotte dans l'immensité. L'équipage est réveillé, croit répondre à un appel de détresse et découvre une toute autre chose. Une forme de vie, un parasite, un cycle de reproduction qui défie l'entendement. Le scénario de Dan O'Bannon, inspiré, on l'aura compris très vite, par Lovecraft et les peurs biologiques, installe une tension lente, presque clinique. Mais c'est la mise en scène de Ridley Scott qui transcende tout. Plan étouffant, lumière rasante, décor industriel, le vaisseau devient un labyrinthe, un piège. Et l'alien conçu par H.R. Giger n'est pas juste un monstre, c'est une entité sexuelle, mortifère,
sublime et repoussante. Sigourney Weaver incarne Ellen Ripley, peut-être le premier rôle féministe pour moi de toute l'histoire du cinéma. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, elle incarne Ellen Ripley, officier de bord, d'abord en retrait, puis en résistance. Elle ne correspond à aucun archétype féminin de l'époque. Elle est pragmatique, éthique et surtout, elle survit. Son affrontement final avec la créature est une danse de tension, de peur, de solitude. Elle devient l'archétype de la final girl postmoderne, mais aussi une figure de pouvoir, de refus, de renaissance. Le face hugger, le chest burster, l'alien adulte, chaque étape est une métaphore. Fécondation forcée, gestation violente, naissance mortelle. Alien parle du corps comme territoire envahi, comme machine biologique. Il évoque la peur du viol. VIOL, on dirait sur YouTube, excusez-moi, de la mutation, de la perte de contrôle, et tout cela dans un cadre froid, technologique, clinique, où l'humain est réduit à sa fonction. Est-ce qu'on peut considérer qu'Alien est un chef-d'œuvre? Oui, parce que comme pour The Thing, il ne montre jamais trop. Parce qu'il laisse le spectateur combler les vides. Parce qu'il marie l'horreur et la science-fiction avec une élégance rare, et parce qu'il a ouvert la voie à une mythologie entière, suite, préquel, jeu, analyse, tout en restant, lui, un diamant noir, brut, parfait. Je lui mets donc la note, comme pour The Thing, de excellent. Les passionnés, ce sera les 11-12 minutes dédiées aujourd'hui à 3 chefs-d'œuvre de la science-fiction et de l'horreur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à dans quelques jours. Salut les passionnés.